Monsieur le préfet, messieurs les officiers de marine, camarades du Belfort d'aujourd'hui ou d'hier, mesdames et messieurs, chers concitoyens de Neuvic, chers enfants de Neuvic, chers enfants des écoles et de l'IME, et enfin et surtout, cher Huberfort, voilà, aujourd'hui on a tous le sentiment, à vos côtés, de vivre un jour un peu exceptionnel, d'avoir un 6 juin, le 6 juin 2008, quelqu'un qui était là le 6 juin 1944 dans les premières vagues d'assaut, qui faisait partie des 177 Français qui ont mis les premiers le pied sur le sol de la mère patrie. Alors, la cérémonie qui est faite aujourd'hui en votre honneur, bien que vous fuyiez les honneurs et que vous soyez d'une modestie exquise, va se dérouler de la façon suivante. On va d'abord passer un extrait assez important du film Le jour le plus long, évidemment avec la partie dédiée au commando Kiefer. Ensuite, on aura quelques petits morceaux de vidéos qui ont été puisés ici ou là sur Internet, puisque le 8 mai 2008, le président de la République a rendu un vibrant hommage au commando Kiefer, et on vous verra aux côtés du président de la République. Et puis ensuite, si la technique, si tout s'est bien passé, on verra ce que sont devenus les commandos de marine aujourd'hui, en particulier avec un nouveau commando de marine, un 6e commando, qui s'appellera commando Kiefer. Alors, en régie, je demande à Emmerich d'envoyer l'extrait du jour le plus long. Je vais fermer la lumière. Voilà. Alors, je crois que les enfants ont beaucoup de questions à vous poser, cher Huberfort, et puis aussi à vous, commandant. Donc, il faudrait leur donner un micro baladeur. Et puis, qui veut se lancer à poser la première question? Ah, un grand. Tu te lèves. Bon, on va t'entendre, de toute façon. On t'écoute. Oui. Juste pour savoir comment ça s'est passé le débarquement. Le débarquement lui-même a été difficile parce que je me trouvais sur la barge la plus extrême de tout le débarquement allié, c'est-à-dire vers l'embouchure de l'Orne, et c'est à partir de l'embouchure de l'Orne jusqu'à la Manche que les débarquements se faisaient. Et nous étions le dernière barge, c'est-à-dire que nous avions droit à tous les blocos qui étaient en face de nous, et plus ceux qui étaient à gauche qui pouvaient tirer sur nous. Et c'est comme ça que notre barge a été prise et que nous avons perdu presque la moitié de l'effectif lors du débarquement lui-même. Et c'est-à-dire, il a fallu sauter à l'eau parce que les barges que vous avez vues ne sont pas les mêmes que les deux barges que nous avions. Nous avions des barges un peu plus grosses que la barge ordinaire qui peut transporter 25 à 30 tonnes, tandis que nous, on était une centaine d'hommes sur ces barges-là. Et le commandant Kiefer était sur la barge où j'étais. Et à ce moment-là, tout tirait là-dessus, les rampes pour descendre dans la mer avaient été lancées, seulement elles avaient été coupées déjà par des obus. Donc il fallait, depuis le haut de la barge, il fallait se jeter dans l'eau, parce que la barge ne pouvait pas non plus approcher trop près, puisqu'il y avait des défenses énormes avec des mines un peu partout, et ainsi de suite. Il fallait donc descendre directement dans l'eau et même nager, ce qui nous a fait perdre d'ailleurs tous les postes radio et puis les dispositifs de mise à feu pour les lance-flammes et ainsi de suite. Ce qui fait que ça nous a enlevé déjà un certain potentiel. Et alors, une fois descendu après sur la plage, on était quand même protégé par les fumigènes que lançaient les avions. Il y avait constamment la plage elle-même était survolée par des avions alliés qui lançaient des fumigènes, et ce qui nous a permis de pouvoir sortir et arriver au point où nous devions nous rendre, le point de rendez-vous un peu plus loin. Merci pour cette première question. Une autre question? Ah, devant là, celui qui a le micro, allez, pose ta question. Combien de temps vous êtes resté sur les plages? Même quelques minutes,
10 minutes au maximum. C'est-à-dire, je me suis trouvé... Nous n'avions pas le droit d'ailleurs de nous arrêter, même pour aider les blessés ou s'occuper des morts sur la plage. Il fallait aller à un point de rendez-vous qui était à environ 300 ou 400 mètres de l'endroit où nous avions débarqué. Et donc, une fois sur la plage, j'ai rencontré par exemple mon ami Bourges qui avait été blessé, Pinelli aussi, un lieutenant Pinelli qui avait été blessé. Et la moitié de ma section, je commandais une section d'à peu près 30 hommes, et la moitié de ma section était hors de combat. Il y avait déjà 2 morts et puis une douzaine d'hommes qui étaient blessés. Il me restait donc dans ma section 15 hommes à ce moment-là. Et alors là, nous on a traversé en vitesse sous les fumigènes et on est arrivé à une ancienne colonie de vacances où était le lieu de rendez-vous avant de pouvoir aller dans Ouistreham. Sur quelle plage avez-vous débarqué? C'était la plage Sword. Sword, ça veut dire poignard, parce que l'insigne des commandos, c'est le poignard, qui se trouve d'ailleurs sur notre insigne. Alors, la plage Sword, c'était une plage anglaise, parce qu'il y avait une plage pour les Canadiens un peu plus loin, pour seuls, et après il y avait Omaha Beach, c'est la plage où il y a eu le plus de pertes, où les Américains ont perdu plus de la moitié de leur effectif sur cette fameuse plage. Comment est mort le commandant Kieffer? Le commandant Kieffer est mort quelques années après la guerre, à Paris, mais le commandant Kieffer, dans le film qu'on a vu tout à l'heure, ne donne pas tout à fait la réalité au moment du débarquement. C'est-à-dire quand nous avons été au point de ralliement dans cette ancienne colonie de vacances, le commandant Kieffer et le colonel Dawson qui nous commandait, qui commandait le 4 commando, sont partis à un carrefour qui amenait dans Ouistreham même. Et à ce carrefour, c'était moi qui étais désigné pour faire la progression depuis la colonie de vacances jusqu'au casino, enfin en tête de la colonne qui devait faire la progression. Et là, le commandant et le colonel ont voulu, et mon camarade Mazéas, qui avait pris à ce moment-là le commandement de la troupe, puisqu'il ne restait le seul officier à ce moment-là, et puis moi après. Et donc, ils sont allés vers le carrefour, et là, ils ont pris un obus de mortier qui les a mis tous les trois hors de combat. Le colonel a eu un éclat dans la tête, le commandant Kieffer un éclat dans la cuisse, et Mazéas lui a été blessé au bras. Donc à ce moment-là, le commandant Kieffer m'a donné le commandement de la troupe, et on a fait comme c'était prévu. Je suis parti devant, et j'étais réellement le premier allié à entrer dans Ouistreham. On avait à peu près 1500 mètres à faire. C'était une rue qui était parallèle à la plage, mais un peu à 200 ou 300 mètres. Et cette rue faisait une espèce de délimitation vers la plage. Tout était évacué par les Allemands déjà, et du côté droit, de l'autre côté, il y avait encore quelques civils qui restaient là. Et alors là, j'en ai parti, c'est là qu'on a rencontré les premiers civils, quoi. Et pour moi, c'était formidable parce que j'avais été en 40, j'avais été souvent le dernier soldat français à quitter une villa avec les Allemands qui arrivaient derrière. Et là, je me trouvais le premier à rentrer à nouveau dans une ville. Et j'étais très fier de cette chose-là. Comment avez-vous débarqué en Normandie le 6 juin 1944 et avec quel engin?
Oui, c'est-à-dire avec, nous avions des barges, vous avez la petite barge où il y a 25 à 30 hommes, et l'autre barge, la LCI Small qui s'appelle, et qui fait à peu près une centaine d'hommes. Mais cette barge est pontée, donc pour descendre, il y avait des rampes qui ont été coupées là, donc il a fallu se jeter à l'eau. Et chose extraordinaire, la deuxième barque où était le reste de commando Piffer était à peu près à 100 mètres et n'a subi pratiquement aucune perte. Si bien que le commandant de notre barge a rétrogradé alors qu'on avait plus de la moitié avait déjà sauté à l'eau et a été s'accoupler avec l'autre barge et là ils ont pu terminer leur débarquement. Très bien. Quelle arme aviez-vous? Quelle arme aviez-vous? Au pluriel. Alors, moi j'avais une mitraillette Thompson et on était très entraînés. J'avais tiré des caisses entières de munitions et à la hanche on arrivait à mettre une balle dans la cible. La deuxième ou troisième balle était dans la cible exactement. Mais on avait toutes les armes existantes à l'époque. On avait des armes anti-char, malheureusement le projecteur anti-tank, la Piat. Et cette arme, c'était très bon, mais ça avait une portée de 300 mètres à peu près, et les projectiles étaient très lourds. Donc on avait peu de projectiles et on s'en servait comme la prunelle de nos yeux, il ne fallait pas trop les gaspiller. Mais à la mitraillette Thompson, on pouvait faire pas mal de choses. Pourquoi vous a-t-il choisi? C'est-à-dire, il fallait d'abord être volontaire et on était choisi surtout sur des critères physiques parce qu'il y avait des épreuves assez difficiles. Par exemple, il fallait faire, on le faisait au moins 2 ou 3 fois par semaine, le 7000, c'est-à-dire 11 km 500, avec 30 kg sur le dos, en moins d'une heure. C'était la limite. Celui qui faisait en plus d'une heure, il était immédiatement éliminé. Et puis alors, il y avait beaucoup d'autres choses. Il fallait le tir, il fallait connaître tous les engins, il fallait... Enfin, la chose un peu classique pour le reste. Avez-vous été blessé lors du débarquement? C'est-à-dire, je n'ai pas réellement été blessé, mais j'ai cru avoir été blessé. Parce que quand je me suis trouvé dans l'eau, après avoir sauté dans la mer, un obus allemand a explosé entre un de mes camarades et moi. Mon camarade avait été à peu près 3 mètres devant moi, et entre nous deux, un obus qui a explosé. Et moi j'avais à ce moment-là la tête sous l'eau, et la déflagration m'a quand même... j'ai eu les poumons un peu comme du bois. Et j'ai cru avoir été touché. Quand on est sorti de l'eau, j'ai demandé à mon camarade qui était devant, j'ai dit, écoute, regarde voir, j'ai enlevé mon sac, j'ai dit, regarde voir si je ne suis pas touché. Alors il a passé la main, il m'a dit, non, je ne vois rien du tout. Alors je crachais un peu de sang, et puis ça a été terminé, j'en ai plus souffert après, quoi. Mais Combien étiez-vous sur la plage de Normandie? Sur la plage de Normandie, au moment du débarquement, il y avait non seulement les Français, mais il y avait les Anglais, tout le commando qui comprenait 500 hommes environ, avec le colonel Dawson. Et puis plus loin, alors, il y avait les Canadiens. Il y avait aussi d'autres commandos un peu plus loin vers les Canadiens. Et on a été attaqué un peu dans la journée, un peu plus tard. Les Allemands, une division blindée allemande est arrivée à couper parce qu'on avait fait une ligne continue
assez, enfin profonde de quelques kilomètres, et les Allemands sont arrivés à percer cette ligne, arriver jusqu'à la plage, mais ils ont été tout de suite éliminés par les engins anti-chars que nous avions. Il y a même des types qui se sont fait sauter parce que le projectile, la piale est très meurtrier, et des types ont tiré de trop près sur des chars et ont été tués en même temps que qui tuait le char lui-même. À quel âge êtes-vous rentré dans l'armée? Moi, je suis rentré dans l'armée assez jeune, c'est-à-dire que mon père, qui était greffier huissier à Neuville, je devais prendre sa succession. Mais mon père est mort des suites de la guerre en 1934, ce qui fait que je n'ai pas pu prendre sa succession. Alors après, je suis rentré dans l'armée et j'ai fait les EOA, ainsi de suite. Mais je n'avais pas pu entrer à Saumur à l'époque en 1939 parce qu'il me manquait 6 mois. Il fallait 3 ans de présence dans le grade pour pouvoir entrer et il me manquait 6 mois. Ce qui fait que j'ai fait la guerre comme chef de section, enfin de peloton, puisque j'étais dans la cavalerie. Et bon, j'ai été prisonnier après en 1940 et je me suis évadé tout de suite au mois d'août 1940. Quelle a été la stratégie pour gagner le débarquement? Ça, c'est très intéressant, votre question est très intéressante. C'est-à-dire que c'était d'abord le secret. Il ne fallait pas que les Allemands sachent où. Et ils croyaient d'ailleurs qu'on devait débarquer dans le Pas-de-Calais, qui était le point le plus étroit. Et là, on a fait quelques séances de l'heure pour les Allemands. Par exemple, on avait touché beaucoup de postes émetteurs-récepteurs et on était installé de l'autre côté, donc en Angleterre, de l'autre côté du détroit, près d'Ouvre. Et on faisait des conversations, on arrangeait, on disait ce qu'on voulait pour faire croire aux Allemands que dans cet endroit, il y avait beaucoup d'activités qui se préparaient. D'ailleurs, on laissait entendre qu'on allait être bientôt de l'autre côté, ainsi de suite. Alors ça a duré comme ça. C'est amusant parce qu'il y avait un de nos camarades, qui est un périgourdin, qui s'appelle Monceau, avec qui nous parlions quelquefois le patois, parce qu'à l'époque, on parlait aussi le patois. Et alors on faisait nos conversations en patois. Les Allemands étaient très étonnés. Et on a dû peut-être les... Bon, alors ça a duré comme ça pendant une dizaine de jours. Et après, vers le 25 mai, nous sommes partis à côté de Plymouth, par là, et nous avons fait un camp. C'est-à-dire on est arrivé le soir et on s'est installé dans le camp. Il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait des tentes, il y avait tous les trucs. Et le matin, quand on s'est réveillé, le camp avait été entouré de barbelés, et il y avait 2 enceintes de barbelés même, et personne n'avait le droit de parler avec l'extérieur. Et même on recevait, il y avait un sas par lequel, un petit point où on pouvait recevoir de la nourriture, mais personne ne devait parler avec ceux qui apportaient la nourriture. Parce que là, nous avions, tout était... On savait exactement l'endroit où on allait débarquer, parce que nous avions avec nous un camarade, M. Bagot, qui était ingénieur hydrographe. Il connaissait très bien. Alors, nous avions reçu toutes les cartes de la région, seulement toutes les cartes étaient renseignées avec des noms fantaisistes. Par exemple, le camp s'appelait Singapour, et tous les autres, des noms comme ça. Et alors, on a su tout de suite, nous-mêmes, et d'ailleurs l'intelligence service est intervenue en disant attention, il ne faut pas même en parler aux autres, il faut que... Alors on était quelques-uns à savoir exactement que c'était Ouistreham. Et ça a duré jusqu'au 6 juin, on était là, on faisait...
Et alors tous les jours nous recevions les photos aériennes qui avaient été prises la veille. On recevait les rapports de l'intelligence service, les rapports de la résistance qui nous arrivaient de là. On connaissait par exemple le nom des officiers qui commandaient le casino. Ce que vous avez vu tout à l'heure, le casino, c'était absolument pas comme ça. Le casino, était sur la plage, à la hauteur même pas d'un étage. Ça avait été complètement rasé avant par des Allemands qui avaient coulé des dalles de béton là-dedans. Et il y avait deux canons de 88. Et il y avait au-dessus surtout un canon de 37 qui nous a posé beaucoup de problèmes. Et donc, on est resté pendant 15 jours à étudier et à faire notre tactique, à déterminer ce qu'on ferait exactement et qui le ferait, ainsi de suite. Par exemple, on savait qu'il y avait dans Ouistreham qu'il y avait des lignes téléphoniques allemandes. On voyait sur les plans qu'on recevait, sur les photos aériennes, on voyait l'endroit où elle était coupée. Alors ça permettait de pouvoir déterminer où on ferait sauter ces plans. Et puis il y avait, après ça, on savait aussi le moral un petit peu des troupes. On savait qu'il y avait un poste de DCA qui était tenu par des gens qui ont été faits prisonniers tout de suite d'ailleurs. Mais la véritable attaque telle qu'elle s'est passée, Kiefer est arrivé malgré, il a fait ses 2 kilomètres à pied avec sa blessure à la cuisse et il a été se faire panser dans un poste de secours qui était tenu par des bonnes sœurs un peu plus à l'intérieur de Ouistreham. Et là, il s'est fait panser et il est arrivé et il m'a dit, voilà, si vous avez des blessés, vous pouvez les envoyer là, ils sont très bien reçus, ce qui s'est fait d'ailleurs après. Et parce que le service de santé a été tout de suite débordé, il y a eu des morts et des blessés dans le service de santé. Et, ça a été un très gros problème pour les blessés, surtout ce jour-là. Et puis, ça a été assez difficile. Alors, Kiefer est venu me trouver et on a vu qu'il n'y avait pas moyen, on n'arrivait pas à avoir ce canon de 37 qui nous avait déjà descendu un gars qui s'appelait Renault, qui avait pris un obus en pleine... Enfin, il a été déchiqueté complètement. Et alors, on a essayé par tous les moyens, mais pas moyen. À ce moment-là, Kiefer est parti, parce qu'on entendait dans Ouistreham, on entendait des chats qui n'avaient rien à faire avec les commandos, c'était notre troupe. Et avec l'autorité qu'il avait, il a été trouvé un conducteur de char, un chef de char, et il est revenu avec ce char, et là, il était à l'arrière de la tourelle pour diriger le tir. Mais moi, j'étais au pied qu'il engueulait en lui disant « vous allez vous faire descendre », ainsi de suite. Et puis, il n'y avait rien à faire, il a pu avoir ce canon de 37, et après, on a pu avoir facilement les canons de 88, ce qui fait que le casino était ne pouvait plus nous faire beaucoup de mal, quoi. Alors, à ce moment-là, on a reçu l'ordre parce que tout était minuté, et il y avait d'autres troupes qui avaient débarqué entre-temps, donc d'autres troupes devaient venir nous relever. Et on est reparti parce qu'on devait aller faire la jonction avec... au pont Pegasus Bridge. On devait faire la jonction avec la 6e Airborne dont nous faisions partie. Et là, on est parti donc toujours du même point et Kiefer, toujours avec sa jambe. Et puis il avait pris un éclat dans le bras. Il a eu 2 blessures ce jour-là. Et on est arrivé donc à Pegasus Bridge. Là, on a fait la connaissance du général Gell qui commandait, avec qui on a bu une coupe de champagne en passant. Et puis on a traversé, malgré la difficulté, parce que pour traverser le Pegasus Bridge, les Allemands étaient de l'autre côté avec des mitrailleuses lourdes, un peu à 3 ou 4. Et pour
pour pouvoir traverser Pegasus Bridge, on faisait des fumigènes. Et pour traverser, et après, c'était intermittent. Alors on arrivait à passer, puis après on allait dans la campagne, et puis on a pu aller jusqu'à Amfreville. Et la chose la plus spectaculaire de cette journée, ça a été le soir, vers 5 heures, quand on est arrivé vers Amfreville, de l'autre côté de l'Orne. Et là, on a trouvé des sapeurs anglais qui étaient en train d'enlever ce qu'on appelait les asperges de Rommel. Il y avait des poteaux de mine qui étaient tous les 10 mètres à peu près pour empêcher les planeurs d'atterrir. Et il y avait des sapeurs qui étaient là en train de... Ils avaient beaucoup de mal, enfin ils sont arrivés, puisque le soir, avant la tombée de la nuit, on a vu arriver toute la division en planeurs. C'était spectaculaire, des centaines de planeurs qui ont atterri là, c'est-à-dire que de 5 à 600, nous sommes passés à plusieurs milliers en quelques minutes. Et nous avions, bon, bien sûr, il y avait des Allemands, on recevait des obus de temps en temps, mais au moment où les planeurs sont arrivés, ça s'est mis à tirer partout. C'était incroyable, la densité de feu qu'il y avait. Et chose extraordinaire, les planeurs amenaient aussi des canons, et quelques minutes après avoir débarqué, ils commençaient à faire la contre-batterie. Ça, c'était extraordinaire. Êtes-vous encore choqué par ces événements? Choqué, non, parce que bien sûr nous avons perdu beaucoup de camarades et beaucoup de monde, mais on savait pourquoi on le faisait. Tout le monde avait fait au départ le sacrifice de sa vie. D'ailleurs, avant de partir, on nous a fait, notre testament a été fait, on nous avait fait à tous faire notre testament qui doit être probablement dans des archives en Angleterre. Mais tout le monde avait fait son testament et on savait ce qu'on risquait. Et on le faisait parce qu'on savait que nos familles étaient en France sous la côte allemande. Et il fallait le faire. Je pense qu'on pourrait rester sur cette réponse magnifique, cher Hubert Faure. Voilà, écoutez, il y a vos camarades qui veulent vous faire une petite surprise. Je pense que moi je vais demander aux enfants des écoles de venir sur la scène avec leurs accompagnateurs, leurs enseignants, pour qu'on fasse une belle photo, pour que les enfants puissent dire, ben voilà, on a connu Hubert Faure du Commando Kiefer. Oui, les enfants, vous êtes avec un héros. On vous a souvent parlé de héros. Voilà, c'est un héros. De la part de vos camarades de l'amicale, nous allons vous remettre ce petit présent qui est notre insigne de l'amicale. En nous remerciant de tout ce que vous avez fait pour la France et pour nous et pour cette jeunesse. Je le garderai précieusement. Merci. Monsieur Hubert, c'est... Voilà. Le béret vert. Voilà, alors cher Hubert Faure, il y a autre chose qui vous attend, en plus cette médaille de vos camarades. Moi, je voulais vous dire d'abord, vous avez vu, j'ai mis une écharpe particulière aujourd'hui, c'est une écharpe d'apparat que m'ont offert mes amis du conseil municipal, et je l'ai mise pour l'occasion, parce que c'est une grande occasion, et je voulais vous remettre, au nom de tout le conseil municipal, au nom de tout Neuvic, la médaille d'honneur de la ville de Neuvic. Alors, il en est de plus prestigieux, ce qu'on attend pour vous, n'est-ce pas, monsieur le préfet, qui ne saurait tarder, j'espère. En tout cas, la médaille d'honneur de la ville de Neuvic, c'est un témoignage de notre reconnaissance, de notre affection. Et je peux vous dire qu'on est très heureux, très honorés, très fiers
d'avoir quelqu'un de votre trempe qui soit aujourd'hui citoyen d'honneur. Donc je vous remets cette médaille d'honneur. Elle est gravée à votre nom, Hubert Faure, commando Kiefer, 6 juin 44, 6 juin 2008, fait citoyen d'honneur de la ville de Neuvic aujourd'hui, 6 juin 2008. Voilà. Et il y a votre ami Yves Guénat qui a également cette médaille d'honneur. Il n'est pas là aujourd'hui, vous le verrez ce soir, mais il vous dit bien des choses. Je me considère toujours comme un Neuvicois, de toute façon, mais malheureusement, je viens de moins en moins, mais je viens assez souvent quand même. Vous êtes toujours le bienvenu. Je le sais. Merci, Voilà. monsieur le maire. Et ça... Voilà.